Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de webinaire qui est consacrée au pacte d'associés. Je vais couper tout de suite mon téléphone de manière à ce qu'on ne soit pas dérangé. Je vous invite à faire de pareil en coupant les micros de vos ordinateurs pour éviter toutes interférences. En préambule, je veux bien sûr vous souhaiter nos meilleurs vœux. 2020 a été une année assez éprouvante, mais on a été heureux d'être à vos côtés pour pouvoir vous accompagner. On a la chance d'avoir un cabinet très digitalisé, ce qui nous a permis de assez largement pouvoir vous accompagner et surtout sans aucune rupture de fourniture de services à votre intérêt. En quelques mots, on parle aujourd'hui du pacte d'associés qui est un élément absolument clé de la bonne gestion de vos affaires. C'est absolument clé car un contentieux entre associés, qu'on appelle pudiquement une mésentente, peut mettre gravement en danger vos activités, alors que c'est un outil qui, s'il est correctement anticipé, vous permet d'éviter tous ces écueils. En quelques mots peut-être pour commencer, je suis associé gérant de la Compagnie du droit, cabinet d'avocats d'affaires, qui est pionnier de l'interprofessionnalité puisque nous sommes associés au groupe Compagnie Fiduciaire. L'approche et la philosophie est que nous vous offrons ainsi dans le groupe un service complet, que ce soit en matière de chiffres avec les groupes Compagnie Fiduciaire, mais également en matière de droit avec la Compagnie du droit. Nous sommes 3 associés et nous dirigeons différents pôles de compétences. Un pôle en droit des affaires que je dirige, un pôle en droit social qui est dirigé par Jérôme Buche et un pôle en droit fiscal qui est dirigé par Martin Réjas. Vous comprendrez donc qu'en matière de conseil comme de contentieux, opérations courantes ou exceptionnelles, nous vous offrons un service des plus complets. Je suis devant vous aujourd'hui avec la casquette, on va dire, de rédacteur de pacte d'associés, puisque nous avons un pôle de compétences qui s'appelle ingénierie contractuelle, et à travers lequel nous prenons attache avec vous pour négocier et rédiger de manière très personnalisée et individualisée vos contrats. Le pacte d'associés, c'est un contrat qui est conclu entre les différents associés d'une société, et à ce titre-là, il doit être négocié de manière fort prudente. L'approche aujourd'hui, c'est évidemment que vous puissiez ressortir à l'issue de cette formation avec les bons réflexes, c'est-à-dire vous dire je suis associé ou je vais m'associer, à quoi je dois porter une attention particulière. Ça, c'est absolument primordial. On vous a proposé de répartir les étapes clés au nombre de 6 et on vous recommande évidemment de bien veiller à chaque étape. La parfaite mise en œuvre des 6 étapes vous permettra d'obtenir un contrat qui sera le plus sécurisant possible pour vous. Et ça, c'est primordial. Vous avez 2 grandes familles de règles dans le pacte d'associés. On va bien sûr les reprendre une à une de manière à ce que vous compreniez bien de quoi l'on parle et de quoi il retourne. Mais vous avez une première famille sur la gestion de la société. Je suis propriétaire de titres, d'actions ou de parts sociales. Je vous précise ici bien sûr qu'un pacte d'associés peut être fait dans n'importe quel type de société. On parle de SARL, on parle de SAS, on parle même de SCI. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il y aurait un certain type de société dont il ne serait pas obligatoire d'avoir un pacte d'associés. Donc la première forme de règle, corps de règle, c'est la gestion de la société. Je suis détenteur de titres, actions ou parts sociales. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ces actions ou ces parts sociales en matière de décision? La deuxième grande pôle de règles, ce sont la détention des titres. Est-ce que j'ai le droit de vendre mes titres? Comment et à quelle valeur? Je vous propose donc dès maintenant de parler du première étape qui est se préparer et être accompagné. En effet, la décision de s'associer, c'est pas anodin. Alors, c'est pas comme un mariage, mais l'avantage, c'est que dans un pacte d'associés, on peut anticiper beaucoup plus d'événements, qu'ils soient agréables ou désagréables. Et ce travail doit être fait de manière très sérieuse. En effet, on peut être motivé par une association par différentes raisons. On peut avoir besoin d'un associé parce qu'il a des compétences complémentaires aux nôtres. On peut aussi chercher un associé qui aurait une surface financière plus importante. Et il est évident qu'on n'associe pas pareil dans une société. Quelqu'un qui va avoir, par exemple, un mandat social ou qui va avoir en charge des missions spécifiques, ou un investisseur qui, lui, a plutôt une approche d'investissement, de fournir des fonds à la société et qui, généralement, attend un retour financier de son placement.
Donc, en amont, c'est avoir une bonne préparation pour savoir quel est l'apport de chaque associé. Toi, tu es dans la société parce que tu vas avoir le rôle un peu de directeur commercial. Toi, tu vas être dans la société parce que tu vas plutôt avoir le rôle de DAF. Toi, tu vas être dans la société parce que tu as de l'argent et que tu crois en notre projet et tu veux pouvoir le financer. Tout ça, ça veut dire qu'on a des horizons qui sont différents en termes de participation dans la société. Logiquement, le fondateur, les personnes qui sont à la base du projet ont vocation à demeurer plus longtemps dans la société qu'un investisseur qui parfois pourra dire « moi je suis là pour 3 ans, je suis là pour 5 ans, je suis là pour 7 ans, mais je veux qu'à l'issue de cette période, tu me donnes la faculté de pouvoir sortir de la société et organiser cette sortie d'un point de vue financier. » Donc il faut aussi discuter des attentes financières. Qu'est-ce que les associés attendent de cette association? Il ne faut pas se leurrer, les contentieux ou les ententes entre associés, elles ont en général 2 origines. C'est quand la société gagne pas assez d'argent, quand les gens n'y retrouvent pas leur compte, ou au contraire qu'elle gagne trop d'argent et la nature humaine étant celle qu'elle est, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui considère qu'il en fait plus que les autres et qui devrait gagner beaucoup plus d'argent que les autres. Il ne faut pas donc hésiter à aborder tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Et il faut réussir à se mettre d'accord. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous nous mettre d'accord s'il survient des événements désagréables ou même des événements agréables? Dans tous les cas, il faut savoir ce qu'il en est. C'est pour ça que nous vous proposons un accompagnement qui est sur mesure. Il y a toujours, quand on vous accompagne, une première réunion d'échange avec l'ensemble des participants où chacun peut librement exprimer ce qu'il attend, pourquoi, comment, puisque comme quand on vous avait formé au cours du mois de décembre sur les sessions acquisition, l'aspect, on va dire, l'approche psychologique de l'association est très importante. Ce qui me conduit évidemment à vous parler du moment où on signe le pacte d'associés. Le moment est idéal, évidemment, au moment de la constitution de la société. Et là, je vous donne un réflexe très important, c'est que c'est beaucoup plus complexe de négocier un pacte après, puisqu'il vous faut l'unanimité. Donc, le meilleur moment, c'est avant de signer les statuts, et le jour même où vous signez les statuts, vous aurez la signature du pacte associé qui viendra compléter ces éléments-là. C'est le meilleur moment. Maintenant, je ne connais pas tous vos profils de manière particulière. Si vous êtes déjà associé, il n'est quand même pas trop tard. Il ne faut pas hésiter à essayer de négocier ça. Maintenant, c'est une évidence qu'une fois que la société est constituée, il faudra unanimité des associés, donc c'est plus complexe. Je vais aussi vous préciser quelque chose de manière très franche, c'est qu'aujourd'hui, un pacte d'associés, on va dire en termes d'investissement de votre part, ça va être en fonction de la complexité, du nombre d'associés, de la qualité des associés, si j'ai des opérationnels, des investisseurs, un investissement, on va dire, de l'ordre de 1 500 à 2 500 euros hors taxe, en termes d'honoraires d'avocat. Un contentieux entre associés, même s'il se passe bien, ça va être plutôt 5 000 euros hors taxe, et après, je ne parle pas si ça se passe mal, et plusieurs mois, voire plusieurs années de conflit. Autrement dit, je vous encourage vivement à faire cet investissement pour la bonne et simple raison que si vous ne le faites pas, eh bien, les conséquences peuvent être graves, alors que l'investissement financier n'est pas très important par rapport à la correction et à la plus-value que ça vous apporte dans votre association. Donc, en amont, on discute tous entre associés, entre fondateurs, entre types, et on discute des horizons d'investissement de chacun, de la faculté que l'un ou l'autre a apporté. Est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est du mandat social? Est-ce que c'est de l'investissement? Et on discute de tout cela de manière très limpide. C'est cette préparation qui fera que le pacte sera parfaitement adapté à votre situation. Ça, c'est la première étape, l'amont, la réflexion qui précède l'action. La seconde étape, c'est l'efficacité de l'effet juridique du pacte d'associés. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que la société, elle est régie par des statuts constitutifs, et donc c'est bien suffisant à régir les termes entre les associés. C'est malheureusement parfaitement faux. Un pacte d'associés, il est beaucoup plus compliqué et complexe, et puis surtout précis, que des statuts. Les statuts, si vous voulez, pour être concret, le marché fait que les statuts sont de plus en plus des accumulations, un recopiage, si vous voulez, des différents textes légaux qui régissent la société. On recopie, si vous voulez, plus ou moins ce qu'il y a dans le code de commerce ou dans le code civil et qui régit la société dont on parle.
Autrement dit, il ne va pas aller appréhender tous les aspects positifs ou négatifs d'une association. Il est donc très, très incomplet de se fonder sur des statuts. D'ailleurs, on le voit malheureusement concrètement, quand il y a une mésentente entre associés et on est saisi comme avocat de la mésentente, eh bien, on va dans le pacte et on s'aperçoit qu'il n'y a strictement rien dans le pacte qui nous permet d'effectivement régler la situation qui est faite. Donc, le pacte d'associés, il vient compléter les statuts. En termes de hiérarchie des normes d'opposabilité aux parties, il est prévu que le pacte d'associés supplante les statuts. Autrement dit, s'il y a une contradiction entre les statuts et le pacte d'associés, c'est le pacte d'associés qui prévaut. En effet, le pacte d'associés est beaucoup plus précis que les statuts et donc on peut légalement s'accorder entre les parties, sous réserve d'une unanimité bien sûr, que celles-là, ces règles-là de pacte d'associés, elles prévaudront sur les statuts. Autre avantage, c'est que le pacte d'associés, il est confidentiel. C'est-à-dire que les statuts, on peut aller sur Infogreffe, on peut aller sur les différentes bases de données qui existent de manière publique, gratuite ou non d'ailleurs, et on va retrouver, si on va chercher en public, vos statuts. Donc on pourrait savoir quels sont vos accords particuliers. Je ne vais pas vous apprendre que dans le monde des affaires, la confidentialité est une richesse qu'il faut absolument protéger. Il est donc évident que vos accords entre associés ne regardent personne. Ils ne regardent pas vos fournisseurs, ils ne regardent pas vos clients. C'est votre tambouille interne. Il est donc bien sûr préférable que ça ne figure pas de manière publique, mais uniquement dans un pacte d'associés que vous conservez entre vous. Il n'est jamais très bon pour un concurrent ou pour un fournisseur important de pouvoir avoir accès à ces informations. Il pourrait, dans le cadre de négociations ou dans l'étude, faire profiter en disant « mais je sais que dans le pacte d'associés, il y a tel associé qui a un peu plus de droits ou un peu moins de droits, donc je vais profiter de cette information pour orienter mes négociations ». C'est donc à éviter totalement. Le pacte d'associés vous permet cela. Ensuite, dernière chose sur l'efficacité juridique du pacte, j'insiste là-dessus, mais c'est très important, le pacte est beaucoup plus précis. Il va découvrir un ensemble de règles qu'on va présenter ensemble qui est beaucoup plus importante. Et donc, c'est une évidence que si vous fonctionnez aujourd'hui avec des statuts, vous ne disposez pas aujourd'hui de l'outil juridique qui vous permet d'appréhender tout ce qui pourra se passer de positif ou de négatif entre vous à l'avenir. Donc, l'efficacité juridique est particulièrement importante. Les statuts doivent impérativement être complétés par un pacte. On a souvent l'opposition qui nous dit, des clients qui nous disent, moi je suis associé avec mon fils ou je suis associé avec quelqu'un qui est mon ami d'enfance, etc., etc. Alors, je ne veux pas avoir une vision négative du monde, mais en aucun cas, cela vous exclut de la possibilité de faire un pacte. Ça ne veut pas dire que, parce que vous vous entendez très bien aujourd'hui, que demain vous vous entendrez bien. Et malheureusement, la vie est ainsi faite que les approches peuvent différer, les parcours de vie peuvent changer, et c'est pas parce que vous vous entendez parfaitement à un instant T que dans 5 ans ou 10 ans, vous vous entendrez correctement. Donc, il ne faut pas faire preuve de candeur à ce sujet. Ce n'est pas parce que je m'entends parfaitement bien aujourd'hui que demain, je m'entendrai parfaitement bien. Donc, ne me dites pas aujourd'hui tout va bien, j'ai pas besoin d'impact. Je pense que ce n'est pas très pertinent. D'autant que je vous rappelle que le pacte d'associés, c'est un accord entre tous les associés. Autrement dit, si cette entente et cette bonne entente perdurent et qu'il y a un élément dans le pacte d'associés qui à un instant T vous déplaît, vous pouvez très bien dire on n'applique pas le pacte. C'est-à-dire que c'est une protection que vous faites entre vous, entre tous les associés, en cas de mésentente. Mais tant que vous restez toujours tous d'accord, si vous êtes tous d'accord pour dire bon, dans le pacte, on avait prévu telle chose, mais à l'occasion de tel événement, on estime qu'on ne veut pas appliquer le pacte, vous n'êtes pas enfermé dans ce pacte. S'il y a l'unanimité, vous pouvez ne pas appliquer le pacte. En revanche, c'est une évidence que si vous n'êtes plus d'accord, là, on va aller dans le pacte. Donc, ne voyez pas le pacte comme une contrainte ou comme une lourdeur, mais comme un outil supplémentaire qui vous permet de déminer une situation. Comme je dis souvent aux personnes à qui on accompagne pour rédiger un pacte, c'est pas une contrainte. Si, pendant toute la vie de votre association, pendant les 10, 15, 20, 30 ans à venir, on n'a jamais à ouvrir le pacte parce que sur tout élément ou sur toute opération, vous êtes toujours d'accord, j'en serais le plus content, évidemment. Sauf que la confiance n'exclut pas le contrôle. Avoir un pacte, ça permet quand même de se dire, si ça survenait, on saura quoi faire, parce que dans le pacte,
on aura rédigé en amont ce qu'on voulait, la façon dont on voulait appréhender le sujet, avant que la situation n'arrive. Il est toujours plus facile de rédiger, de négocier, de discuter en amont quand le problème n'est pas là. Une fois que le problème est survenu, la discussion, elle se fait toujours de manière plus subjective et donc vous allez forcément avoir des tensions. D'où, je le rabâche un petit peu, j'en suis désolé, mais je pense que c'est important de vous rappeler, il vaut mieux que la situation et les accords des parties soient prévus en amont, avant que le problème n'arrive. C'est donc l'efficacité juridique du pacte. Troisième étape, c'est le gros corpus de règles dont je vous ai parlé sur la gestion. En termes de gestion, alors évidemment, vous comprenez qu'on est sur du sur-mesure complètement. Vous avez plein de profils différents. Vous avez un fondateur qui va être à 80% et un minoritaire qui va être à 20%. Minoritaire qui soit va être là parce qu'il a une compétence opérationnelle qui va compléter celle du fondateur, ou parce que c'est un investisseur et que l'apport financier qu'il fait au projet le conduit à obtenir 20% des titres. Vous avez donc un minoritaire et un majoritaire. Vous avez compris que les intérêts aussi du majoritaire et du minoritaire ne sont pas les mêmes. Le majoritaire, lui, va pouvoir initier, être un peu tranquille dans sa gestion, tandis que le minoritaire, lui, il va avoir mis 20%, il va avoir mis des fonds ou une activité, et donc il veut faire en sorte que le majoritaire ne puisse pas faire n'importe quoi, entre guillemets, sans son accord. Donc, on prévoit ce qu'on appelle une liste de décisions majeures. Les listes de décisions majeures, ce sont des listes qu'on établit de manière très précise entre les associés et qui disent, voilà, pour tel type de décision, c'est bien qu'il y ait l'accord de plus qu'un seul associé, même si c'est le majoritaire. Ces décisions majeures, pour vous les illustrer, par exemple, c'est une augmentation de capital. Vous avez un associé fondateur à 60%, vous avez un associé, entre guillemets, minoritaire à 40%. Est-ce que l'associé majoritaire, si au terme des statuts, il a la faculté de réclamer une augmentation de capital, peut-il le faire? Si je suis en train de négocier pour le minoritaire, c'est une évidence que je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que s'il le fait, que moi, minoritaire, je ne suis pas capable de souscrire à cette augmentation de capital, je vais être mécaniquement dilué. Donc, je prendrai le risque, malheureusement, de devoir me retrouver avec un associé qui peut se permettre de prendre la main et donc de me diluer. Donc, les décisions majeures, c'est l'augmentation de capital. Idem sur, par exemple, la cession d'un actif. Est-ce que l'associé seul à 80% peut se permettre d'initier la vente d'un fonds de commerce ou d'un actif qui est pourtant une richesse importante de la société? Eh bien, là aussi, il faut un garde-fou pour le minoritaire en disant, attention, si tu veux céder tel ou tel actif, je devrais être d'accord en amont. Donc, ces décisions majeures, on les liste, elles sont entre 10 et 15. Concrètement, c'est veiller à ce que les décisions qui impactent tout le monde, que tout le monde puisse donner son avis sur ce sujet-là. Pareil, de lever un emprunt. Si la société lève 1 million d'emprunts sur le marché, eh bien, même l'associé qui est à 15 ou 20%, il est intéressé par le sujet parce que indirectement, c'est comme si lui portait le risque de 20% de l'emprunt. Donc, il est important qu'il puisse s'exprimer sur le sujet. Pareil pour les nominations ou révocations de mandataires sociaux. Le mandataire social, c'est quand même celui qui, aux yeux des tiers, est capable d'engager la société, de signer. Et donc, c'est important de mettre des garde-fous sur la façon dont le mandataire peut représenter la société ou non. Donc, la liste des décisions majeures, on fait une liste très précise en fonction et adaptée à la répartition du capital. Vous comprenez qu'il est hyper compliqué pour nous de vous dire il faut mettre telle décision majeure avec tel pourcentage de majorité. Puisque aujourd'hui, vous avez chacun des cas différents. Je ne sais pas si vous êtes très majoritaire ou au contraire minoritaire. S'il y a 50 associés ou 2 associés, et c'est là où va être notre plus-value, c'est qu'on va vous accompagner en vous disant, voilà, avec tel profil, voilà quelle est la sécurisation qu'on vous recommande. Alors, attention, parce que vous avez vu que je vous disais que tout le monde doit être consulté, je ne parle en aucun cas d'unanimité. L'unanimité dans une association, c'est la mort. Autrement dit, si vous mettez dans un pacte d'associés, tout le monde doit toujours être d'accord sur tout, malheureusement, vous allez bloquer la société. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais en mesure de prendre une décision correcte parce que dès qu'il y aura une tension, il y en a toujours un ou deux qui vont s'amuser à dire non à tout
Et là, c'est le blocage de la société, donc avec les conséquences négatives que vous pouvez imaginer. Donc, l'unanimité, non, mais des décisions qualifiantes majeures, oui. Par exemple, sur une décision majeure, il est bien qu'on ait au moins 80% des associés représentant 80% du capital qui soient d'accord. Et c'est là où est la richesse. Dans les statuts, il n'est jamais prévu que quand 80% des associés sont d'accord, l'adhésion des autres est automatique. C'est ce qu'on prévoit dans le pacte d'associés. On dit de manière noir sur blanc, on dit si 80% des associés sont d'accord, on va considérer que les 20% autres sont aussi d'accord et on va entre guillemets les forcer à voter dans le même sens que nous. Vous avez compris qu'évidemment, on appréhende cette décision plutôt quand on est majoritaire que minoritaire. Donc, c'est là la difficulté, on va dire, de la présentation, c'est que je peux vous dire un peu tout et son contraire en fonction de la position que j'ai en matière de minoritaire ou de majoritaire. Mais la règle que vous devez retenir, quelle que soit votre position, c'est que l'unanimité, c'est non, mais une majorité qualifiée importante pour voter une décision majeure, c'est important de le prévoir et c'est important de prévoir que quand les majoritaires à 80% ou 90% d'une société sont d'accord, ceux qui ne représentent que 10% devraient normalement suivre automatiquement et voter en faveur. Ce qui fait que quand vous allez regarder votre PV d'Assemblée générale, vous n'aurez que des décisions à l'unanimité puisqu'il aura été fait ce travail en amont. Donc, la première partie gestion, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mes titres? Et est-ce qu'en tant que minoritaire, je peux quand même m'exprimer sur certains sujets? La réponse est oui. Vous avez compris que là, on est sur des majorités beaucoup plus précises et sur mesure que dans les statuts. Dans les statuts, on parle en général de majorité qualifiée. Donc, on parle toujours, en fait, d'un pourcentage autour de 50-55% des titres. Est-ce que on estime que dans une société, quand il y a 50% des associés qui sont d'accord, les 45 autres doivent subir? Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on va aller chercher d'autres majorités. Et ça, les statuts ne vous le permettent pas. C'est le pacte d'associés qui vous permet d'aller chercher une finesse beaucoup plus importante qui câble bien et qui correspond bien au type d'association que vous mettez en place dans la société. Donc, premier sujet que vous avez à régir dans le pacte d'associés, c'est ces sujets relatifs à la majorité. Je parle de protéger le cercle des fondateurs en étape 4. Là, on va sur la seconde grande partie du pacte d'associés qui est j'ai des titres, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ces titres? Est-ce que j'ai le droit de les vendre ou pas? Et si oui, quand? Comment? Et à quelle valeur? Je reviendrai tout à l'heure, mais c'est primordial, à quelle valeur? Dans les statuts, vous n'avez jamais, vous pouvez tous prendre les statuts de vos sociétés, il n'y a jamais rien sur la valeur des titres, la façon de valoriser les titres. Au mieux, et encore, vous avez une référence laconique à la faculté pour une partie de demander au président du tribunal compétent de nommer un expert qui sera chargé de valoriser les titres. Ça, inutile de vous dire que si vous en restez là, vous êtes mort, parce que celui qui sort, c'est bien naturel, considère toujours que ces titres valent énormément, et celui qui reste, c'est assez logique, considère toujours que les titres de l'associé qui sort sont toujours trop chers. Donc, pour éviter cet écueil, plutôt que de dire, s'il y a un problème, on ira voir un expert qu'on ne connaît pas, ni d'Ad ni d'Adam, qui sera nommé par un expert avec tout le temps que ça prend, puisqu'évidemment, expertise peut dire contre-expertise, etc. On mettra, nous, dans le pacte d'associés, une façon de valoriser la société, en disant dès le début, nous, notre société, quand on voudra la valoriser à un instant T, on nommera tel expert. On va se mettre dès maintenant d'accord sur un expert en qui on a tous confiance, et on chargera l'expert de valoriser la société sur la base d'une clause de valorisation qu'on va décider ensemble. Et là, vous allez déminer un nombre de problèmes considérables. Vous avez compris quand même que le contentieux entre associés, au-delà, même si c'est souvent un aspect psychologique ou de contentieux personnel, le vrai sous-jacent qu'il y a derrière, c'est les finances, c'est-à-dire une richesse de la société, une valorisation, et on considère toujours, et c'est assez naturel, que nos titres valent beaucoup d'argent, et celui qui doit les racheter considère toujours que les titres valent un peu moins d'argent. Donc, cette parenthèse étant fermée, il faut prévoir, vous avez 4 grands types qui permettent de protéger, et entre guillemets, de fermer la société. Pourquoi? Parce que quand on fonde une société, on a parfois besoin de s'associer, et même c'est souvent le cas, quand on se développe, on
pourra aussi parler du type d'investisseur. Vous pouvez avoir des business angels, des personnes physiques, vous pouvez avoir des holdings, vous pouvez avoir des fonds d'investissement, vous pouvez avoir des systèmes de crowdfunding, vous avez un ensemble d'investisseurs et chacun de ces investisseurs, va vous demander des droits un peu différents. Donc, c'est important aussi à ce sujet d'être bien accompagné puisque c'est de savoir ce qui est acceptable ou pas à l'occasion de l'entrée d'un investisseur. Si vous êtes fondateur de votre société, vous allez peut-être vous dire, faire rentrer un investisseur, c'est un peu faire rentrer le loup dans la bergerie, je suis plus complètement chez moi. Oui, c'est vrai, vous n'êtes plus complètement chez vous, mais vous n'avez pas trop le choix puisque vous avez besoin de l'argent de cette personne. Donc, ce n'est pas un drame, au contraire même, de faire rentrer un investisseur. Ce qui est important, c'est que ça soit correctement encadré de qui fait quoi. En termes de clause donc, qui rédige la détention des titres, on parle d'une première clause qui est l'inaliénabilité. L'inaliénabilité, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, toi, tu es important dans le cadre du projet, tu es important pour la survie de cette société, si tu restes effectivement associé de la société durant X années. En général, on prévoit 3 à 5 années à compter de la Constitution. Il est évident que si vous avez, au moment de la Constitution, fait rentrer 3 personnes dans votre société, c'est que vous avez estimé que ces 3 personnes étaient importantes. On s'associe rarement pour faire plaisir à quelqu'un, parce que je vous dis clairement, si vous n'avez pas l'obligation de vous associer un jour, rester tout seul, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, à partir du moment où on fait rentrer quelqu'un, c'est qu'on a besoin de lui. Si on a besoin de lui, pas de problème, mais on estime qu'il doit effectivement faire ce pourquoi vous le faites rentrer dans la société pendant une durée minimum. C'est-à-dire, si vous avez pris quelqu'un parce qu'il a des compétences commerciales qui vont vous permettre de développer la société, c'est pas pour qu'il vienne 6 mois, fasse un petit tour et s'en aille. Donc, on dit, OK, tu deviens mon associé, mais tu devras conserver des titres pendant 3 à 5 ans. C'est entretenir la fidélité, entre guillemets, de cet associé. Faire en sorte que cet associé ne puisse pas dire, dans 2 ans, finalement, le projet, il me botte plus tant que ça, j'ai envie de vendre mes titres, je quitte la société. Et donc, vous, qui avez fait rentrer cet associé, vous retrouvez pendant un moment peut-être crucial, devoir changer les équipes, trouver un nouvel associé compétent, etc. C'est aussi très important pour un investisseur. Je suis investisseur, moi je mets de l'argent dans la société, mais c'est pas moi qui vais faire tourner la boîte tous les jours. Ce qui va faire tourner la boîte, c'est le fondateur, c'est la personne qui a les mandats sociaux. Donc évidemment, si j'investis dans une boîte, c'est parce que j'ai confiance dans le fondateur, j'ai confiance dans le mandataire social. Donc évidemment, si au bout de 12 mois, il me dit « moi, je m'en vais », ça va me poser un sérieux problème parce que je ne sais pas comment ça va être géré. Donc vous avez compris que cette clause, elle est très importante, c'est de dire pendant X années, tu n'as pas le droit de vendre tes titres. Alors, une chose très importante que vous ne savez pas forcément, c'est que cette clause, elle est habillée juridiquement de manière un peu fine. Pourquoi? Parce qu'en droit français, vous n'avez pas l'autorisation de bloquer quelqu'un dans une société. Autrement dit, interdire à un associé de vendre ses titres, ça n'est pas possible. Concrètement, légalement, vous ne pouvez pas lui dire pendant 3 ans, tu n'as pas besoin de vendre ses titres. Donc, on vient l'habiller de manière plus fine d'un point de vue dans le pacte d'associés. On dit le principe, c'est que tu n'as pas le droit de vendre, mais comme on sait que légalement, on ne peut pas t'y autoriser, on va prévoir une cession avec des cotes. On va dire, tu t'es engagé à rester 3 ans. Si tu sors avant ces 3 années, on ne peut pas t'obliger, donc tu vas forcément devoir vendre tes titres. En revanche, on estime que comme tu n'as pas respecté le deal de départ qui était de rester 3 ans, tu vas revendre tes titres qui valent 100. On fera une décote, par exemple, de 50% pour te sanctionner. Tu avais dit que tu étais là 3 ans. Malheureusement, tu ne restes pas 3 ans. Tu mets donc en danger la société. Tu ne respectes pas ton accord. Donc, moi, j'aurai le droit de te racheter à 50, ce qui vaut 100. D'où l'importance de ce que je vous disais en tout début, clause de valorisation, nomination d'un expert en amont. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Et c'est de manière objective. Tu avais dit que tu restais 3 ans, tu veux partir à 2 ans. Au moment où tu me dis « je pars », on appelle l'expert, on lui dit « expert, tu appliques la clause de valo du pacte », ça donne un chiffre de X ou Y, on applique la décote de 50% et c'est terminé. Il n'y a plus de discussion possible là-dessus. Première, la clause d'inaliénabilité. Le droit de préemption, ensuite, la seconde clause. Celle-là, elle est évidente et c'est un peu la clause tarte à la crème que tout le monde connaît. C'est de dire, évidemment, on est 4 associés. S'il y en a un des 4 qui veut vendre ses titres, en préalable, il doit proposer aux 3 autres. Donc, c'est là où vous avez le droit de préemption et le droit de première offre. Ce sont les mêmes droits. C'est de dire, quand un associé sort, il doit proposer en amont à ses associés de racheter ses titres. Là, pourquoi il y a 2 clauses, droit de préemption et droit de première offre? C'est parce qu'il y a 2 cas différents.
Dans un droit de préemption, c'est l'associé qui sort à trouver un acquéreur tiers. Moi, je suis Tristan, j'ai mon associé Paul qui veut vendre ses titres et il a déjà trouvé Pierre qui lui propose 100 000 € pour les titres. Eh bien, je dois aller voir mon associé en lui disant, voilà, on veut me racheter mes titres pour 100 000, tu as la faculté de racheter par préférence mes titres à 100 000. Ça, c'est le droit de préemption. Le droit de première offre, c'est exactement la même chose, sauf que je n'ai pas le tiers qui me propose un prix. Mais même si je n'ai pas de tiers qui me propose un prix, je dois quand même me rapprocher en amont de mon associé pour lui dire, je veux vendre, propose-moi un prix. Donc ça, c'est la deuxième catégorie importante pour, entre guillemets, fermer la société, parce que quand on est associé avec Pierre, Paul et Jacques, ben c'est parce qu'on les a choisis. Et donc, on n'a pas décidé de s'associer avec un cinquième qu'on ne connaît pas. Donc, s'il y en a un des quatre du cercle initial qui dit « je veux vendre » à un cinquième, ben soit le cinquième fait l'affaire et on laisse faire en effet la cession, soit il ne nous va pas bien, il ne nous agrée pas, et dans ce cas-là, on dit bah, plutôt que le faire rentrer, nous, on va le racheter. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous. On ferme la société en disant s'il y en a un qui sort, ok, mais ceux qui étaient là en amont, les historiques, peuvent fermer la société et dire non, non, nous, on ne veut pas de cette nouvelle associée, donc on reste entre nous, on rachète les titres. Alors, ça, c'est important. C'est celle que vous connaissez en général le mieux, mais elle n'est pas vraiment efficace si vous ne complétez pas d'un droit de sortie conjointe. Le droit de sortie conjointe, c'est la faculté de dire, si je n'ai pas envie de préempter, c'est-à-dire que, ok, toi tu sors, je t'avais choisi, et tu vends tes titres à un tiers. J'ai donc la faculté de dire, ok, moi je veux pas de ce tiers, je le rachète. Mais peut-être qu'il y a différents cas, peut-être que le tiers propose un prix que je trouve très excessif. Peut-être que le tiers propose aussi des conditions de cession qui ne me déplaisent. Ou peut-être que tout bêtement, je n'ai pas l'argent à un instant T pour le racheter. Donc, si vous vous arrêtez au droit de préemption, c'est une grave erreur parce que, ok, vous avez la faculté de le racheter, de dire c'est bon, je ne fais pas rentrer le loup dans la bergerie, le cinquième, il rentrera, je ne rachèterai pas, je vais le racheter. Sauf que le racheter, si vous rachetez trop cher ou si vous n'avez pas de quoi financer, c'est pas une solution. Donc, on complète avec le droit de sortie conjointe en disant, ok, j'ai le droit de te racheter par préférence, mais si je ne veux pas racheter ou je ne peux pas racheter, j'ai aussi la faculté de sortir en même temps que toi. On était 4 fondateurs. Il y en a un des 4 qui veut partir et vendre à un cinquième. Je ne veux pas du cinquième. L'option A, c'est je rachète par préférence au cinquième. Mais l'option B, c'est le droit de sortie conjointe. Je ne veux toujours pas du cinquième, mais je n'ai pas les moyens ou je ne veux pas racheter. Je force le cinquième à me racheter et à sortir en même temps que toi, de manière à ne pas être enfermé dans une boîte avec un cinquième que je n'aurais pas voulu avoir. Donc ça, c'est très important, vous l'oubliez souvent. Le droit de préemption, c'est très bien, mais si je n'ai pas en corollaire un droit de sortie conjointe, je ne traite que 50% du problème. Donc ça, c'est primordial. Soit je rachète l'associé qui s'en va pour éviter que le tiers rentre, soit je dis à l'associé qui s'en va, tu dois m'emmener avec toi. Et donc, ça veut dire quoi? Que le tiers, en plus de racheter le sortant, il devra me racheter moi, évidemment en même conditions en termes de prix, de gap et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, sur les cercles des fondateurs, j'ai 4 réflexes: inaliénabilité, droit de préemption si j'ai l'offre d'un tiers, droit de première offre si je n'ai pas l'offre d'un tiers, et droit de sortie conjointe si je ne veux pas faire, pour quelque raison que ce soit, usage de mon droit de préemption. J'espère que c'est clair pour vous sur ces différents cas du cercle des fondateurs. Je vous propose de passer à l'étape 5 qui est anticiper la cession de la société. Attention sur ce sujet-là, c'est qu'on a parlé de droit de cession conjointe. Je ne veux pas rester avec le nouveau qui rentre, mais je ne veux pas pour autant te racheter au type du droit de préemption, donc tu me fais racheter en même temps. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi prévoir la cession totale. Ça, c'est particulièrement dans une société où vous avez un majoritaire qui est entre 50 et 60%, et puis un ou plusieurs minoritaires qui sont entre tous 5 et 10%. Et là, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand vous avez l'offre d'un tiers, il est très probable que l'offre porte sur 100% des titres. Et donc, si vous avez 60%, mais que vous n'avez pas prévu une clause de cession totale, vous prenez le risque d'avoir un minoritaire qui se balade, qui sera à 2 ou 5% et qui dira bah, ok, il y a l'offre d'un tiers à 100%, mais moi, je veux pas vendre parce que j'estime que ça vaut plus d'argent que ça. Je vous dis, on parle toujours d'argent, hein, concrètement, il faut pas se leurrer. Il va dire ça vaut plus. Donc, avec ce comportement,
celui qui n'a que 5%, en fait, va venir préjudicier lourdement aux 95 autres. Les 95 autres veulent céder, et puis il y en a un à 5 qui dit non, moi, c'est pas assez cher, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? L'acquéreur va dire non, moi, je suis absolument pas intéressé pour acheter 95, je veux acheter 100. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, je ne ferai pas l'affaire. Donc, le comportement d'un associé à 5% peut conduire les 95 autres pourcents à perdre une belle opportunité. Si vous n'avez pas prévu cette clause de cession totale. Il est donc primordial de la prévoir en disant, si un ensemble d'associés qui représente peut-être 80% dit, nous, on veut vendre tous nos titres à ce tiers qui veut 100%, on peut forcer les deux autres à 5, 10 ou 15% de vendre en même temps que nous, aux mêmes conditions que nous. C'est assez logique. On peut se dire d'ailleurs que celui à 5 ou 10% bénéficiera du même prix, parce qu'on peut prévoir qu'il n'y ait pas de décote de minorité. Et donc, l'important est de dire, prévoyez, messieurs ou mesdames les majoritaires, que si vous avez un minoritaire dans votre capital et que vous voulez vendre la boîte à quelqu'un qui veut l'acheter, mais qui veut l'acheter que sous réserve d'avoir 100%, vous pouvez forcer ce minoritaire à vendre en même temps que nous, aux mêmes conditions. Ça, c'est une évidence. Et là, je reviens sur l'illustration pour ceux qui pensaient encore à ce stade que les statuts suffisaient. Je peux vous dire qu'une clause de cession totale, vous ne la trouverez jamais dans des statuts. Donc, j'anticipe la cession. J'anticipe qu'un jour, quand j'aurai bien valorisé ma boîte, peut-être que je voudrais vendre. Si je veux vendre demain, il est probable que mon acquéreur veuille prendre 100% de la boîte. Et s'il veut prendre 100% de la boîte, il ne faut pas que j'ai dans mon capital un minoritaire qui s'amuse à tout bloquer et nous fasse perdre à tous notre valeur. Donc, quand je dis anticiper la cession, je parle de cession totale. C'était l'étape 5. En étape 6, je prévois les cas d'exclusion. Et là, clairement, tout ça, vous ne l'avez jamais dans les statuts. Et pourtant, c'est ça qui va faire en sorte que votre association se passe bien. Ces cas d'exclusion, c'est de déterminer de manière très objective la survenance d'événements qui soient favorables ou défavorables, qui conduisent un associé à devoir revendre ses titres aux autres. C'est-à-dire, tu es exclu de la société. Il y a des éléments plus ou moins agréables qui vont justifier que la sortie se fasse à un prix plus ou moins important. Le premier cas d'exclusion dont je voudrais parler, c'est le changement de contrôle. Vous allez voir, je ne connais pas exactement la maturité de vos projets et du développement de votre société, mais pour ceux qui seront le plus matures, alors c'est un autre sujet, ça sera encore une autre présentation qu'on aura le plaisir de vous faire, mais il est assez fréquent qu'on puisse détenir ces titres non pas en personne physique directement, mais à travers une société holding. C'est en général un montage qui permet d'optimiser d'un point de vue juridique et également fiscal la détention de ces titres. C'est-à-dire que c'est pas moi Tristan qui détient mes titres, mais c'est la holding Tristan qui détient mes titres. Vous allez me dire pourquoi il me parle de ça. Eh bien, je vous parle de ça parce qu'évidemment, le pacte d'associés, il régit les règles entre associés. S'il y a un petit malin qui détient ses titres avec une holding et qu'il veut absolument vendre ses titres en contournant le pacte, c'est-à-dire faire en sorte que ne donne pas application le droit de préemption, l'exclusion, etc., il peut dire, moi, je ne vais pas me fatiguer, plutôt que vendre les titres de la société qui est sous pacte, je vais vendre au-dessus mes titres de ma holding. Et là, si ça n'a pas été prévu dans le pacte, et ça, c'est pas dans les statuts, c'est une évidence, vous venez de vous faire avoir pour être poli, pour être très poli. Donc, attention, la clause de changement de contrôle, c'est une évidence, c'est de dire à vos associés, les chers associés, si vous voulez être optimisé juridiquement et fiscalement et que vous avez une holding, pas de problème. C'est même la logique même d'avoir une holding. En revanche, si vous utilisez ce schéma pour uniquement contourner mon pacte, vous vous rendez bien compte que vous êtes très gravement défaillant. Donc, on prévoit dès maintenant dans le pacte, si tu as une clause de changement de contrôle, autrement dit, si tu t'amuses à vendre tes titres de ta holding pour pouvoir contourner le pacte, j'ai la faculté de t'exclure de la société. Exclusion de la société, je vous rappelle, c'est faire application d'une clause de valorisation qui est déjà déterminée en amont, avec évidemment un expert déjà nommé en amont qui dira au moment où tu as essayé de contourner le pacte, la valeur elle valait X et je vais appliquer là aussi une décote. C'est normal qu'il y ait un caractère de sanction. On ne peut pas se tromper en fait quand on s'amuse à céder sa holding au-dessus. Donc c'est évidemment volontaire d'avoir contourné. Donc on prévoit dans le pacte, ce qui fait que ça n'arrive jamais concrètement une fois que c'est écrit. Une fois que c'est écrit, personne n'ira prendre le risque d'aller vendre au-dessus ses titres puisqu'il sait qu'il va devoir revendre et qu'en général, on va appliquer une décote de 50%. On va dire, voilà,
tu as fait exprès de vendre au-dessus ou d'essayer de vendre au-dessus, donc ce qui vaut 100, on va te le racheter que 50. Premier cas d'exclusion objectif, tu détiens tes titres en holding, tu contournes le pacte en essayant de vendre les titres au-dessus de la holding, je t'exclus de la société, je fais une décote de 50%. Deuxième cas, à mon avis, qui justifie de pouvoir exclure un associé, et là également avec une décote forte, entre guillemets, de 50%, c'est les manquements ou actes positifs, et particulièrement la concurrence. Si un de mes associés utilise sa qualité d'associé de la société pour prendre de l'info, pour voir comment elle est organisée, et puis à un moment, l'être humain étant parfois faible, ils se disent, parce que psychologiquement, certaines personnes considèrent qu'en fait, dans la boîte, c'est eux qui supportent tout, qui comprennent tout, et que les autres, finalement, quel est leur intérêt d'être là? Je leur donne de l'argent, mais ils ne me servent pas à grand-chose. Donc, je vais aller monter une boîte concurrente à côté, je vais profiter de tout ce que j'ai appris dans la boîte, et puis comme ça, je n'aurai pas de dividendes à verser aux copains. Ça, vous vous doutez bien que c'est criminel. Donc, de la même manière, on le met noir sur blanc dans le pacte d'associés. Attention, tu es investisseur dans ma société, tu es associé, tu vas donc avoir accès à toutes les informations. Si tu utilises ces informations pour venir appauvrir la société au terme d'une concurrence, pareil, tu devras sortir, quitter la société, et de la même manière, tu n'auras vraiment pas respecté un minimum d'honnêteté dans les affaires, et donc ce qui vaut 100, j'aurai la faculté de te le racheter 50. Troisième cas d'exclusion qu'il est important d'anticiper, c'est la révocation du mandat social. En général, il y a un président, il y a un directeur général, c'est eux qui représentent la société aux yeux des tiers. Il est évident que si l'un de ces mandataires sociaux doit être révoqué pour faute grave ou lourde, évidemment, c'est quelque chose de très important. En général, on fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation liée aux salariés. Vous vous doutez, quand la Cour de cassation, au sujet d'un associé, va dire au sujet d'un salarié, la Cour de cassation va dire c'est une faute grave ou lourde. Bon, vous comprenez si vous avez des salariés, c'est que c'est vraiment très grave. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va aller taper dans la caisse, qui va faire des actes dangereux, qui va mettre en danger la société. Ça, c'est une évidence que si ça survient, il faut que les autres associés aient la faculté de dire « moi, je suis désolé, mais tu dois quitter la société, donc je te révoque de ton mandat social », mais que la révocation de ton mandat social, elle emporte quoi? Le fait que tu doives céder ta société. Ça, c'est un écueil majeur dans les statuts. D'abord, il est parfois difficile de révoquer un mandataire social, mais il n'y a jamais prévu dans la société que la révocation du mandat social entraîne de fait l'obligation pour celui qui est révoqué de vendre ses titres. Donc, vous imaginez bien que c'est n'importe quoi. Vous imaginez que vous allez révoquer quelqu'un qui a fait une faute grave ou lourde, mais vous allez devoir le garder dans le capital et donc lui verser des dividendes ad vitam aeternam, alors que par ce comportement, il a gravement préjudicié à la société. Donc, c'est pas acceptable. Donc, vous prévoyez ce troisième cas d'exclusion. Tu es mandataire social, tu as donc une responsabilité importante. Si malheureusement, tu deviens défaillant, mais de manière lourde, il est plutôt logique que tu doives quitter la société. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail de manière très précise, mais il faut comprendre que les décotes, elles vont s'appliquer de manière différente. Je vous ai parlé dans les cas plus graves d'une décote de 50%. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que ça me paraît particulièrement complexe de pouvoir prévoir une décote supérieure à 50%. Vous avez tout un contexte de droit positif, de jurisprudence qui dit qu'au-delà de 50%, c'est ni plus ni moins de l'expropriation. Donc, si vous vous amusez à faire une décote de 80, il est probable que la personne à qui on veut appliquer cette décote, elle ira devant le tribunal et le juge dira en effet 80%, c'est très excessif. Donc, à mon sens, 50%, on peut essayer 60%, mais vous irez jamais au-delà. De la même manière, pour les révocations de mandat social, on peut prévoir différents cas plus ou moins graves. Vous avez peut-être déjà entendu ces expressions qui sont départ, les cas de départ. Vous avez les départs justifiés, injustifiés ou justifiables. Pour ceux qui pratiquent l'anglais ou anglo-saxon, vous avez les good leave, les bad leave, middle leave, etc. Autrement dit, et là, je ne peux pas aller beaucoup plus dans les détails en une heure, mais vous allez voir que la mécanique est beaucoup plus fine. Est-ce que un licenciement, un cas de perte de qualité d'associé, si c'est pour une faute simple, une faute grave, une faute lourde, est-ce que c'est une révocation, est-ce que c'est une démission? Évidemment, tous ces cas vont être rédigés sur mesure de manière à ce que la décote soit
plus ou moins importante. Si c'est un départ justifié, on ne fera pas de décote. Si c'est un départ justifiable, on aura une décote probablement autour de 20%. Et si c'est un départ injustifié, on aura une décote plutôt de 50%. Donc, vous comprenez que là, on est sur du sur-mesure. C'est complexe en une heure d'aller dans le détail, mais sachez que tout ça existe. On fait du sur-mesure et on fait du contractuel. Autrement dit, à part l'ordre public, on n'a pas de limite. Donc, c'est pour ça qu'on va aller faire ce travail en amont pour décider ensemble que, effectivement, eh bien, ça, c'est grave ou ce n'est pas grave. Et évidemment, ce sera beaucoup plus facile de discuter ça objectivement si on est en amont du projet. Donc, troisième cas d'exclusion, la perte du mandat. Quand on a dit ça, c'est très bien, mais je vais revenir sur un sujet très important, c'est de donner des conséquences. Vous avez compris que l'événement d'exclusion doit être rédigé de manière très précise. Il faut que ça soit objectif. Un événement d'exclusion, ça peut pas être parce que l'un ou l'autre associé a décidé de se séparer. Ça ne fonctionne pas. Ça, devant un tribunal, ça ne tient pas. De la même manière que si vous vous arrêtez dans le pacte, qui est malheureusement souvent le cas dans les pactes qu'on voit passer, à donner des cas d'exclusion sans les conséquences, ça ne sert à rien. La conséquence, c'est de prévoir une promesse de cession. C'est le quatrième bullet point de la présentation. C'est-à-dire qu'il faut que chaque personne, au moment où elle s'associe, promette irrévocablement aux autres associés. Si je suis frappé par un cas d'exclusion, je promets dès maintenant irrévocablement que je vendrai mes titres. Si vous n'avez pas cette promesse, le fait de dire en cas de changement de contrôle, tu seras exclu, ça ne vaut rien. Si vous voulez, et j'insiste là-dessus parce que c'est un peu criminel de voir un nombre de packs d'associés sur le marché qui s'arrêtent là, quoi. Mais il n'y a pas les conséquences, il n'y a pas la promesse, il n'y a pas la façon de valoriser. Donc, ça ne vaut rien, puisqu'une fois que j'ai dit que tu étais exclu, si j'ai pas eu la promesse, je ne peux pas effectivement mettre en œuvre la cession, appliquer le cas échéant la valorisation, la décote. Donc, le réflexe primordial, si déjà vous deviez retenir une seule chose de cette présentation, c'est si je prévois des cas d'exclusion, de mésentente, etc., j'ai une promesse. Il faut que mes associés me promettent que si ils sont touchés par l'un de ces éléments-là, ils vont effectivement vendre. Donc, deuxième étape, j'ai une exclusion, j'ai une promesse de cession. Et cette promesse de cession, elle ne peut être complétée que par une clause de valorisation. Si je promets effectivement de céder en cas d'exclusion, mais qu'on ne dit pas à combien, on sait très bien que ça ne sera jamais mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que celui qui part dira toujours que c'est pas assez cher et celui qui reste dira toujours que c'est trop cher. Pour éviter ce problème, on va rédiger dans le pacte. On va dire, voilà, nous, on estime que notre société à un instant T, si on veut la valoriser, on fera application de telle clause de valorisation. Alors, évidemment, chaque société a sa clause de valorisation qui est différente. Il faut faire sur mesure, d'où l'intérêt de travailler avec votre expert comptable pour dire, si on veut une photographie exacte de ce que vaut une société à un instant T, on prendra les derniers éléments financiers au moment où cet événement d'exclusion est survenu et on appliquera telle clause. Et donc, pour éviter aussi tout l'écueil, on va dire qui va l'appliquer. On va choisir un expert, ça peut être l'expert comptable de la société ou quelqu'un au contraire que personne ne connaît, un tiers, mais on va le nommer. Parce que si vous avez la promesse, la clause de valo, mais que vous n'avez pas dit qui va l'appliquer, vous allez aussi avoir un problème. Puisque vous donnez le même bilan, la même clause de valo à 5 experts différents, vous aurez forcément dans la façon d'apprécier les choses un delta. Et évidemment, celui qui part dira non, moi c'est mon expert qui a raison, et celui qui reste dira non, c'est mon expert qui a raison. Donc là, vous devez également complètement fermer la porte à ce sujet-là en disant on était tous d'accord à l'origine, celui qui les valorise, c'est telle personne. Donc, cette slide-là, la slide 6, il faut vraiment que vous la gardiez en tête. Et là, l'efficacité du pacte, elle est primordiale. Donc, je rabâche, mais pour moi, c'est primordial parce que on voit beaucoup de contentieux qui sont liés à ça. Évidemment, il est là le nœud du sujet. Donc, on prévoit des cas d'exclusion objectifs, on prévoit un expert et on prévoit la valorisation appliquée. Et en faisant ça, vous avez complètement déjà bordé les choses. Et vous avez prévu des décotes de 50%. Il est évident qu'en cas de contentieux, si vous avez prévu 50% et puis pour aller plus vite, vous dites, soit on va au contentieux, mais dans le pacte, c'est 50%, soit j'applique que 30% et on n'en parle plus, eh bien vous aurez déminé de manière très facile la situation en amont. Donc, on a venu maintenant sur cette dernière étape qui est les cas d'exclusion, qui est de dire il y a différents éléments. Je voudrais parler d'une chose peut-être. Par exemple, le décès, ça c'est important pour les associés qui sont aux personnes physiques. Là, pour moi, c'est un cas de départ, un cas d'exclusion. Alors, évidemment, le décès, on ne choisit pas de décéder. Mais est-ce que vous, en tant qu'associé qui est resté,
vous avez envie d'être associé avec la succession de votre associé décédé, autrement dit avec sa femme, ses enfants, petits-enfants, etc. Et vous retrouvez en assemblée générale avec une indivision. Je vous rappelle que l'indivision, c'est normalement l'unanimité, ça va être hyper complexe. Pourquoi ne pas prévoir dès la création de la société en disant, si malheureusement l'un de nous décède, eh bien, on n'a pas franchement envie d'être associé avec tes enfants, petits-enfants, etc. Donc, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on est tout d'accord qu'en cas de décès, on revend? Et puis, on appliquera la valorisation et on versera à ta succession le prix que valaient tes titres au moment où tu es décédé. Et bien sûr, dans ce cas-là, on n'applique pas de décote. On dit, ça valait tant, mais on n'a pas pour autant envie d'être associé avec ta succession. Donc, eh bien, on pourra racheter tes titres à la valeur qu'elle valait. Vous voyez, tout ça, c'est encore de l'anticipation. Quand je vous disais qu'on peut anticiper tous les éléments, positifs ou négatifs, à survenir. On arrive en fin de cette présentation. Vous avez compris que le pacte, c'est quelque chose d'assez lourd. Un pacte, c'est plutôt 30-50 pages et que la rédaction, ça doit être chirurgical. À partir du moment où vous avez une discussion possible entre les parties, ça va forcément avoir le contentieux, donc il va forcément y avoir un problème. Donc nous, quand on rédige un pacte, je vous dis, c'est très objectif, c'est des mécaniques qui trouvent une application quasi automatique. Quand on applique le pacte, concrètement, quand il est bien rédigé, la personne qui est exclue, si c'est bien rédigé, elle ne peut même pas s'y opposer. Autrement dit, vous prenez le registre de mouvement de titre de la boîte, vous barrez son nom, vous mettez le nom de l'acquéreur et vous consignez l'argent du prix qui a été calculé conformément au pacte auprès de la Caisse des dépôts ou sur le compte CARPA d'un avocat, et la personne est effectivement exclue et valablement exclue, et elle n'a plus qu'à, entre guillemets, aller venir chercher son chèque qu'elle ne manquera pas de faire quand elle a compris qu'elle ne pouvait pas s'opposer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez un petit onglet sur votre droite, chat et questions. Vous pouvez aussi, je vais mettre là, mon adresse email. Alors, j'ai rédigé un article, si vous voulez, qui reprend l'intégralité de ces éléments. Donc, vous pouvez me faire un email à tdelarivière@compagniedroit.com et je vous répondrai, je vous enverrai l'article écrit sur le sujet. Vous avez également le replay qui va être mis en place assez rapidement. Sur la droite, moi, je vais rester encore quelques minutes. Vous avez un onglet questions. Maintenant, il est évident que c'est un sujet qui est très particulier, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que là, vous étiez une soixantaine d'inscrits, j'ai 60 cas différents. Donc, ça va être compliqué de vous répondre de manière objective aux 60 cas, mais je vous le redis, vous avez notre adresse email et on peut organiser une réunion ou une conférence téléphonique ensemble personnalisée sans aucun problème. Voilà ce qui me semble. Vous avez l'ensemble des éléments, mon adresse email, on se parle en conférence privée si vous avez. Je regarde les différentes questions. Alors, on a une question, il semble que l'on peut avoir plusieurs pactes, dont un confidentiel. Comment cela se gère? Alors, pour être très concret, je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir plusieurs pactes, puisque il est préférable d'avoir toutes les règles dans un même corpus, puisque à partir du moment où vous avez tous les acteurs, entre guillemets, il faut gérer tout dans le même pacte de manière à ce que tous les acteurs soient informés des droits des autres et que si vous avez plusieurs pactes, il est probable qu'un acteur puisse utiliser l'autre pacte pour dire je ne peux pas appliquer le mien. Donc vous risquez en faisant plusieurs pactes d'associer, d'avoir des divergences et vous allez créer des vrais problèmes. Donc ma réponse, elle est claire là-dessus. Pour moi, c'est non, il n'y a qu'un seul pacte et effectivement, le pacte, il est complètement confidentiel. Mais on pourrait en parler en privé si c'est une question plus particulière. J'ai une autre question sur en cas d'association loi 1901, pacte d'associés impossible, je pense. Oui, alors je pense qu'on pourrait faire en sorte sur un pacte d'associés sur une loi 1901, ça serait possible. En revanche, on ne pourra pas, on devra se priver d'un ensemble très important des règles. Tous les cas d'exclusion, etc., ne seront pas applicables. Donc non, la loi 1901, de toute manière, ce n'est pas un mode qui est fait normalement pour des activités financières ou vraiment développer un business. L'objet d'une société, c'est quand même de développer un business, ce qui n'est pas le cas d'une association. Donc non, le pacte d'associés, a priori, ne s'applique pas dans un contrat d'association, même si on pourrait prévoir quelques règles, je pense que ça serait assez peu clair. On a une autre question, savoir si une rédaction d'un règlement intérieur fait office. Clairement non. Un règlement intérieur, ça n'a pour nous rien à voir d'un point de vue outil juridique. Un règlement intérieur, c'est plutôt ce qui gérerait
l'intervention, le cas échéant, de mandataires sociaux, de voir quels sont les droits et obligations en termes de rémunération, de prise de vacances, de refacturation, de choses comme ça. Mais pour moi, c'est très différent. Le règlement intérieur est beaucoup moins efficace qu'un pacte qui, je vous le dis, a un caractère quasi automatique. On a beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup parce que c'est très intéressant. Les relations commerciales si on a des relations commerciales avec notre associé, relations clients-fournisseurs notamment, le pacte peut-il régir la règle commerciale également ou cela fait l'objet d'un autre contrat? Alors, les relations commerciales avec un de vos associés ne doit pas être dans le pacte, c'est-à-dire que c'est forcément un acte séparé. En revanche, ça doit être impérativement pris en compte dans le pacte, parce que si c'est vous qui êtes peut-être le majoritaire et qui avez fait rentrer un de vos fournisseurs ou clients à 15 ou 10%, il est évident que vous ne l'avez fait rentrer comme associé que parce qu'il est effectivement votre fournisseur et votre client. Donc, dans votre cas, monsieur, il est évident que vous devez rédiger une clause d'exclusion en disant tu es associé tant qu'on bosse ensemble au titre du contrat commercial, mais si le contrat commercial venait à être rompu pour quelque raison que ce soit, il est évident que tu devrais me revendre tes titres et le cas échéant, en prévoyant une décote, en disant si la rupture du contrat est à ton initiative, moi j'avais prévu que le contrat demeurait, donc je peux faire une décote de 50%. En revanche, si c'est à mon initiative, ce sera peut-être une décote moins importante, vous n'avez pas forcément décidé. Donc la question, elle est simple. Si vous avez dans votre tour de table un associé avec qui vous faites du business, ce business doit être régi en dehors du pacte, mais le pacte doit prévoir que si ces relations de business cessent, il y a des conséquences, et notamment, je pense, une sortie de la société en relation. Comment évolue un pacte si un associé entre dans un temps T, puis un autre plus tard? Ça, c'est une très bonne question, c'est la vie du pacte. Un pacte d'associés ne peut pas être perpétuel, donc il est encadré dans le temps, on prévoit en général une durée de 40, 50 ans ou des choses comme ça, mais il vit énormément en effet. Donc ce qui est important, c'est qu'en amont dans le pacte, on est déjà prévu des catégories d'associés avec leurs droits. Donc, soit c'est un associé qui est au moment du pacte qui vend ses titres, et celui qui rachète les titres va avoir les mêmes droits au titre du pacte que celui à qui il a racheté les titres. Ça, c'est la première chose. Donc, l'entrée d'un nouvel associé qui se fait par acquisition de titres, l'acquéreur aura les mêmes droits que les titres qu'il a achetés. Si ça se fait par augmentation de capital, il faudra dans ce cadre-là, évidemment, faire souscrire le nouvel entrant au pacte d'associés, pareil à la date d'entrée, pour pas qu'il y ait de discussion, et de dire clairement, toi, tu es dans telle catégorie d'associés, donc quand tu vas rentrer au titre de l'augmentation de capital, tu auras tel type de droit. Donc un pacte d'associés, s'il est bien rédigé, il doit déjà avoir prévu en amont ces évolutions. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas prévoir tout ce qui peut se passer en 40 ans, donc c'est à l'occasion de l'entrée d'un nouvel associé, vous appelez votre avocat qui a rédigé le pacte, vous dites voilà, on va faire rentrer telle personne, et donc on voit s'il y a adapté, ou on précise et on formalise son adhésion au pacte en disant quand tu vas rentrer et adhéquer et avoir dans ton capital ce nouvel associé, il aura tel droit. Stipuler les contrats commerciaux en annexe du pacte, oui, pourquoi pas, oui, ça c'est une évidence. Si vous faites on rebondit sur la question qui était de dire si on est associé dedans et qu'on fait en sorte d'avoir une relation commerciale avec quelqu'un qui est notre associé, oui, on peut faire référence aux contrats qui sont passés. Maintenant, en annexe, je ne sais pas si c'est forcément pertinent, mais il faut discuter au fur et à mesure dedans. Voilà, on est à 10h02, vous avez mes coordonnées, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je sais que c'est assez dense, assez complexe de pouvoir régler tous les sujets, puisque vous avez compris qu'on est sur du sur-mesure, mais on est à votre entière disposition, donc par email et téléphone. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.